Alors bonsoir à tous, je suis Grégory Lamotte et je suis l'animateur de cette table ronde à propos d'autoconsommation et on va parler de la double disruption de l'autoconsommation. On va aborder différents aspects et qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation? Donc c'est la capacité qu'ont les sites à pouvoir produire leur énergie et de pouvoir effectivement tout ce qui est produit, ils n'ont pas acheté au réseau. Et donc il y a une double disruption. Le premier aspect de la disruption, c'est la capacité qu'a l'énergie à pouvoir renouvelable à coûter de moins en moins cher et d'être de plus en plus abordable pour tout le monde. Actuellement, le prix notamment du photovoltaïque a été divisé par 10 en 10 ans, ce qui fait que maintenant, tout le monde peut avoir cette énergie qui est inépuisable et qui est extrêmement intéressante au niveau rentabilité. Ensuite, la deuxième disruption que vient de ce type d'énergie vient du fait que, effectivement, dans votre facture d'énergie actuellement, 50% de votre facture, c'est le transport. Donc quand vous arrivez à produire et consommer l'énergie sur le lieu de consommation, ben vous divisez par deux les coûts globaux, ce qui fait que même si le charbon baisse à 0 € la tonne, si le gaz baisse à 0 € la tonne, eh ben, il faudra toujours transporter le courant électrique produit par ces centrales à gaz et centrales à charbon. Et comme ce transport coûte aujourd'hui en France 8 centimes, alors que produire sur place, ça coûte moins de 8 centimes, eh bien, tous les moyens de production centralisés vont être complètement hors marché. Ils ne vont pas pouvoir subsister à la suite de la transition énergétique. Donc cette double disruption liée à l'autoconsommation est une double disruption technologique, vous l'avez bien compris, mais on se rend compte que ce n'est pas parce qu'une nouvelle technologie arrive que ça change le monde. Et effectivement, une disruption n'est pas suffisante, technologique n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette table ronde pour essayer de voir les différents aspects de la disruption et effectivement quelles sont les révolutions, les changements nécessaires pour que ça se passe correctement. Donc effectivement, il y a Corinne Lepage qui nous a fait l'immense honneur de venir nous parler d'énergie aujourd'hui et qui va voir effectivement l'aspect réglementaire et, tout ce qui touche la réglementation de l'énergie qui bloque aujourd'hui. Même si la technologie est là, la réglementation n'est pas encore là, donc elle va nous en parler un peu plus longtemps. Et ensuite, on abordera d'autres sujets sur effectivement la révolution sociétale et la révolution commerciale, de la commercialisation de l'énergie avec les autres intervenants. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Corinne Lepage. Une première question. Aujourd'hui, on observe une transition énergétique qui peine à arriver, qui commence à arriver. On voit des symptômes, effectivement des premiers indices. Qu'est-ce qui bloque, d'après vous, au niveau réglementaire, la transition énergétique de manière la plus globale? Et après, on parlera plus précisément de l'autoconsommation. D'abord, bonjour Grégory, bonjour à toutes et à tous. On va parler franchement. Qu'est-ce qui bloque? Il bloque que les gouvernements successifs, depuis une vingtaine d'années, n'ont en fait pas du tout souhaité que nous nous engagions dans la transition énergétique, pour la bonne et simple raison que nous sommes un pays unique dans le monde, à bien des égards, nous le savons tous, mais enfin en particulier un, c'est que nous avons 75% de notre électricité qui est d'origine nucléaire et que celle-là, il faut bien qu'on la consomme parce qu'elle ne se stocke pas. Tout au moins, elle ne se stockait pas. Aucun intérêt à avoir développé les énergies renouvelables. Ce qui explique qu'il y a plus de 20 ans, quand j'étais ministre, ou aujourd'hui, on a en gros progressé de 3 points, 3-4 points. Pendant que d'autres, je pense à l'Allemagne, est passé de 5 à 35, à peu près dans le même laps de temps. Alors c'est très dommage parce que ce sont évidemment des entreprises qui ne se sont pas développées, ce sont des emplois qui n'ont pas été créés, il y a toute une série de conséquences à cela. Notre chance, quelque part, si je puis dire, c'est que nous appartenons à un espace qui est l'espace européen dans lequel les énergies renouvelables sont un pivot de la politique énergétique. Et donc, nous avons pris des engagements, on a bien été obligés d'augmenter notre part d'énergie renouvelable dans notre bouquet énergétique et d'arriver à 23% en 2020, auquel évidemment on ne va pas arriver. Mais enfin, on est bien obligé de faire quand même un petit quelque chose. D'où un léger développement des énergies renouvelables, mais avec beaucoup de difficultés. Pour l'éolien, on le sait, c'est des recours tout le temps et partout. Et pour le solaire, beaucoup de difficultés de toute nature liées à ce qu'il y a parfois, et ça c'est vrai, des contradictions entre la protection des espaces naturels et agricoles et
l'installation de fermes solaires. Je ne parle pas des panneaux photovoltaïques sur les toits, je parle des fermes solaires. Bon. Enfin, il faut qu'on y aille. Et une des manières intelligentes et intéressantes d'y aller, c'est permettre à nos concitoyens et aux collectivités locales de développer la production locale d'énergie renouvelable. C'est comme ça que, du reste, que l'Allemagne a fait tout son business plan de développement du renouvelable, puisqu'en Allemagne, vous avez 50% de l'énergie électrique qui est produite par des habitants et des collectivités locales. Et donc, dans ce contexte-là, l'autoconsommation joue évidemment un rôle extrêmement important. Sauf que, jusqu'à présent, sur un plan légal et réglementaire, si on permet l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire je produis mon électricité, je la consomme, l'autoconsommation collective, qui évidemment permet de changer d'ampleur, de devenir beaucoup plus importante, a été totalement brimée. Donc il a fallu attendre la loi Pacte qui vient d'être votée pour avoir un petit élargissement du système, mais très franchement, on est très loin de compte. Alors, la bonne nouvelle, c'est une directive de décembre 2018 qui va nous obliger à changer totalement notre système, puisque c'est une directive qui veut valoriser au maximum l'autoconsommation collective et qui veut permettre la constitution de communautés d'énergie, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, de communautés d'énergie qui permettront donc à une échelle territoriale de pouvoir regrouper des individus, des collectivités locales, des entreprises locales, d'ailleurs pourquoi pas, qui pourront devenir producteurs et consommateurs de leur propre électricité avec les avantages que Grégory Lamotte vous a indiqués en ce qui concerne le transport, évidemment. Alors, notre droit aujourd'hui ne le permet pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans les dispositifs de fiscalité et du tarif et du TURP qui est tout à fait fait pour que ce soit pas intéressant du tout. Mais il va bien falloir qu'on applique ce texte qui va être applicable à partir de 2021. Et donc là, les choses vont devoir changer. Les choses vont devoir changer parce que, alors je ne veux pas être trop long, mais le texte interdit en fait toute discrimination de quelque nature qu'elle soit. Le texte fixe des délais assez courts pour que les autorisations soient délivrées. Donc ça va changer quand même beaucoup. Le texte permet d'avoir sa propre comptabilité. Donc ça, déjà, ça va permettre de s'affranchir légèrement des NEDIS. Le texte permet également interdit tout au moins toute discrimination de quelque nature que ce soit et au contraire encourage l'autoconsommation, ce qui fait que les règles qu'on a aujourd'hui de ne pouvoir marcher qu'avec la basse tension, de ne pouvoir... Alors on avait le droit à un point, maintenant c'est plus la règle en aval, mais d'avoir des périmètres très restreints qui peuvent être fixés par arrêté interministériel, tout ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, en fait, on va aller vers une transformation complète du système et on peut espérer qu'en 2021-2022, c'est dans 2-3 ans, c'est pas très très loin, on pourra développer massivement en France l'autoconsommation collective, ce qui permettra et à nos concitoyens et aux collectivités territoriales d'y aller, puisque toute règle qui serait un empêchement d'autoconsommer en rond deviendra une règle illégale, en quelque sorte. Merci beaucoup, Corinne, pour cette précision très concise et extrêmement claire, et ça donne envie d'aller voter ce week-end pour effectivement de voir que l'Europe nous pousse, et ça fait du bien de voir un peu l'Europe nous pousse à certaines choses que nous, peut-être Français, on aurait mis beaucoup plus de temps à atteindre en termes d'objectifs et de réglementation. Alors maintenant, effectivement, on a vu avec vous l'aspect réglementaire. On va voir maintenant avec donc Joël Mercier, qui nous a fait aussi l'honneur de venir. Joël Mercier, donc c'est le président du GPEP, donc c'est une association de petits producteurs d'énergie renouvelable qui fédère les citoyens français qui souhaitent produire leur énergie et qui les aide effectivement
dans leur démarche et qui permet de ne pas les laisser seuls face aux artisans qui sont parfois de bons artisans, parfois des artisans un peu moins vertueux, et qui les aident pour leur dire ça vaut le coup, c'est intéressant, et rejoignez l'association de manière à ce qu'on puisse effectivement ensemble pouvoir construire une énergie citoyenne, parce qu'effectivement à l'époque où il a fallu construire le nucléaire, les citoyens étaient un petit peu loin de la décision, effectivement c'était pris en centralisé, mais maintenant que l'énergie devient décentralisée, ça devient beaucoup plus un choix citoyen. Et par contre, une fois que ces choix citoyens, le citoyen est un peu perdu dans cette réglementation, dans ces changements liés à l'énergie. Et donc, il y a des associations qui commencent à monter en puissance, qui commencent à être représentées dans les associations professionnelles, qui commencent à défendre le citoyen pour que demain, cette énergie citoyenne puisse voir le jour, et pas dans 20 ans, mais dès maintenant. Donc, Joël, une petite question. Comment tu vois, toi, l'émergence de la société civile dans le monde de l'énergie et comment tes adhérents, quelles sont les demandes principales de tes adhérents quand ils veulent produire leur énergie et quels sont les freins qu'ils rencontrent actuellement et que tu les aides à lever? Eh ben, bonjour à tous. Comme l'a bien dit Grégory, je suis un citoyen comme vous, donc en général je suis plutôt dans la salle et j'écoute ce que disent les autres. L'autoconsommation a complètement changé tout ça, c'est-à-dire que maintenant je ne suis plus simplement quelqu'un de passif qui regarde les autres produire de l'énergie que je vais consommer chez moi, mais je suis un acteur. Je crois que M. Joffre du sud-est de la France, pas loin de chez toi, a dit il n'y a pas longtemps, nous devenons tous des consommateurs. D'accord ? Donc l'autoconsommation, c'est quoi? Pour nous, citoyens, c'est simple. Au départ, il y a des gens qui se sont dit, on était parti sur la vente en totalité, tout simplement pour un aspect financier. Et l'autoconsommation, c'est tout simplement l'objectif totalement inverse. C'est-à-dire que pour nous, citoyens, on décide de diminuer nos factures d'électricité. Alors bien sûr, l'autoconsommation, les panneaux photovoltaïques, c'est pas la panacée, tout le monde le sait. Ça marche pas en hiver, ça marche pas la nuit. Mais c'est quelque chose qui rentre dans un mixte qui va être global, c'est-à-dire tout simplement ce que vous faites tous dans vos maisons, c'est-à-dire faire de la rénovation énergétique, faire de l'isolation, changer les fenêtres, changer les portes, et produire sa propre électricité. Pourquoi? Parce que produire sa propre électricité, c'est quelque chose de très important pour le citoyen. Avant, on allumait la lumière, on savait que l'électricité venait des centrales. Maintenant, on allume la lumière, mais on sait que l'électricité, elle vient de nos panneaux qui sont au-dessus de notre toit. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on parle de sociétal, mais c'est quelque chose de très important, l'autoconsommation, parce que produire de l'énergie, c'est pas facile. Quand on est producteur et quand on voit l'onduleur qui incrémente les kilowattheures qu'on produit et qu'on voit qu'à la fin de la journée, on n'a pas produit grand-chose, même si on a 20, 25, 30, 40 mètres carrés au-dessus du toit, on se dit, c'est vrai que peut-être que le plus intéressant, c'est peut-être pas trop d'en produire, mais c'est peut-être intéressant aussi de ne pas en consommer. Et ça, cette mentalité, ce changement d'esprit, c'est quelque chose qui est tout récent, puisque ça date de 2017. En 2015, quand on parlait autoconsommation, c'était Ségolène Royal qui était à l'époque ministre de l'écologie. Quand on disait aux citoyens comme moi je connaissais encore un petit peu, donc pas moi, mais disons qu'on disait aux citoyens, est-ce que vous savez que vous avez le droit de produire de l'énergie dans votre maison? En général, le citoyen disait, ben non, j'ai pas le droit, on m'a jamais dit que j'avais cette possibilité. Et c'est là que c'est parti, et le fameux décret de 2017 nous a permis à nous, citoyens, de devenir des acteurs de la production énergétique, décentralisée, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, mais aussi de participer à la transition énergétique qui est très importante pour la France. Alors cette transition énergétique, c'est joli sur le papier, on dit je participe avec mes kilowattheures à la transition énergétique. C'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Le tout, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions. Et justement, c'est là que le bas blesse à l'heure actuelle, parce qu'on a les contraintes réglementaires, comme a dit tout à l'heure Corinne Lepage, et elle l'a bien dit, on a encore des textes qui sont très restrictifs, mais ce qui est aussi très embêtant aujourd'hui, c'est ce que vous voyez tous les jours au journal de 20h sur TF1 ou sur France 2, les arnaques dans le photovoltaïque et dans les énergies renouvelables. C'est quelque chose qui est dimensionnant, c'est très important, et il faut que nous tous, citoyens, on puisse se prémunir pour que des sociétés comme ça qui n'ont rien à faire dans la transition écologique, elles puissent disparaître et nous laisser produire nos kilowattheures dans de bonnes conditions et au juste prix. Alors, juste une petite parenthèse, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que j'ai souvent échangé avec les gens qui font les décrets, qui font le contrôle, effectivement, de la filière. Et donc, dès qu'il y a un incident,
il rajoute une réglementation complémentaire, il complexifie encore plus la réglementation, et ce qu'il fait, c'est que très souvent, plus on complexifie, plus ça fait peur aux gens sérieux, parce que les gens sérieux, quand il y a trop de contraintes, ils disent non mais si je veux tout faire, c'est pas possible, je peux pas le faire au prix de marché, et donc les gens sérieux s'en vont, et les gens qui ne sont pas sérieux, ceux qui n'en ont rien à faire des contraintes réglementaires, disent mais c'est pas grave, ils mettent des contraintes, de manière s'il y a un problème, dans 2 ans je dépose le bilan et je vais créer une autre société. Donc à chaque fois qu'il y a des éco-délinquants qui vont sur ce marché-là, il y a des contraintes réglementaires qui sont ajoutées, et en fait, ça ne fait pas fuir les éco-délinquants, ça fait fuir les gens sérieux qui veulent vraiment faire le boulot. Et donc c'est ce qu'on a de terrible actuellement, où effectivement, en France, la conclusion, c'est qu'on paye 2 fois plus cher l'installation en autoconsommation en France que dans tous les pays européens. Aujourd'hui, sans donner beaucoup de prix, en France, le prix moyen, c'est 12 000 euros pour une installation de 3 kg pour une famille de 4 personnes. Dans tous les pays européens, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, c'est 6 000 euros. Et le matériel, c'est le même. Les panneaux solaires, c'est les mêmes. L'onduleur, c'est le même. Le prix horaire de l'artisan, c'est quasiment le même. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est la contrainte administrative qui s'est empilée à complexifier le prix d'accès à l'assurance, le prix d'accès au financement, fait qu'aujourd'hui, les gars qui se lancent dans le photovoltaïque en 2019, ils partent avec des boulets aux pieds. Et donc ceux qui arrivent, chapeau. Et l'idée, c'est qu'effectivement, les associations de citoyens, les hommes politiques et les femmes politiques puissent nous aider effectivement à rendre l'équité, au moins, on ne demande pas de subvention, on ne demande rien, on demande juste qu'on nous enlève les boulets, quoi. C'est le terme exact. Il faut rendre l'énergie accessible au commun des mortels, et notre petite association est là pour ça. Donc ce qui est très important, c'est que c'est ce changement. Il y a encore une dizaine d'années, on prenait une association de citoyens comme nous comme des ennemis des installateurs et des professionnels, et au contraire, c'est totalement différent. On a tous le même objectif. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait des panneaux photovoltaïques sur tous les toits des maisons de France et de Navarre, et l'objectif d'un professionnel comme toi, Grégory, c'est de vendre du matériel. On a le même objectif, on a les mêmes idées, même si les moyens pour le faire sont totalement différents. Voilà, donc ce qui est important pour nous, c'est ce changement de mentalité à l'intérieur, au niveau des citoyens, c'est-à-dire la possibilité, depuis quelques années, de pouvoir produire sa propre énergie et de devenir vraiment un acteur de la société, de la transition énergétique. Alors on pourrait parler de plein de choses à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le prix des installations est un peu plus faible quand même que ce qu'a dit notre ami Grégory, puisque dans le résidentiel, on doit pouvoir tourner aux alentours de 7 ou 8 000 euros. On travaille beaucoup, nous, au point de vue avec les médias, parce qu'il y a beaucoup de médias qui nous suivent justement pour donner un ordre de grandeur et des idées aux citoyens. Aujourd'hui, une installation de 8 000 euros pour un 3 kW crête sur une maison, c'est totalement dans le prix du marché, et c'est totalement rentable et amortissable en 7-8 ans à peu près, suivant qu'on soit dans le sud de la France ou dans le nord de la France. Mais ce qui est important, c'est ce changement de mentalité, le fait qu'aujourd'hui, on devienne des acteurs de la transition énergétique, on produit notre propre énergie, et j'espère que beaucoup d'entre vous qui n'ont pas osé franchir le pas pourront nous rejoindre bientôt. On sera un plaisir de les aider et à monter leur installation photovoltaïque, ou au moins à la définir. Ok, merci beaucoup Joël. Alors effectivement, on a parlé pour l'instant de beaucoup de solaire en autoconsommation, qui est réservé aujourd'hui, malheureusement, comme l'a rappelé Corinne, c'est qu'aujourd'hui l'autoconsommation, les avantages qu'on a pu avoir sur le baisse du prix du solaire, ne profitent qu'aux propriétaires des maisons individuelles, parce que c'est que l'autoconsommation collective. Donc la transition énergétique profite à ces gens-là. Et tous ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre des panneaux sur leur toit, ceux qui sont en ville, on leur dit regardez passer le train et puis vous en profiterez bien un jour, hein, soyez patients. Donc c'est pour ça qu'on a invité aussi Jonathan Martelly, qui est donc le fondateur de Équateur, qui est un fournisseur d'énergie qui propose de l'énergie à tout le monde, aux autoconsommateurs, mais aussi aux ceux qui n'ont pas de panneaux solaires, et qui essaye effectivement de faire qui a connu un succès incroyable. C'est parce qu'en fait c'est un nouvel opérateur, un nouveau fournisseur, un concurrent d'EDF, mais qui parmi tous les concurrents d'EDF a connu la plus forte croissance, parce qu'il a réussi à se hisser dans le top 5 des plus gros fournisseurs français, alors que c'est une start-up. Donc ça veut dire que ce marché-là a une capacité de pouvoir accueillir des nouveaux arrivants. Donc la question que j'ai envie de poser à Jonathan, en première, c'est comment avez-vous fait pour vous démarquer? Parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a 70 fournisseurs d'énergie alternatifs concurrents d'EDF. Comment vous avez réussi effectivement à émerger et à réussir à fédérer autant de presque 100 000 personnes aujourd'hui qui vous font confiance et qui tous les mois vous alimentez avec de l'énergie électrique?
Exactement. Merci pour l'invitation. Le premier point, ça va être de préciser un peu qui est Équateur, parce que bien qu'on soit le 5e fournisseur français, je pense que beaucoup dans la salle ne le connaissent pas, et c'est bien dommage. Donc on est un fournisseur collaboratif et d'énergie renouvelable, que ce soit en électricité renouvelable ou en gaz biométhane. Collaboratif, pourquoi? Parce qu'on a essayé de faire participer aussi les clients à notre activité, en disant que la transition énergétique était l'affaire de tous. Et donc on a voulu inciter les clients à participer à la société, soit au travers d'investissements, soit au travers de la production et de l'autoconsommation dont on va parler après, soit au travers du service client. En fait, on a des clients qui répondent à d'autres clients justement pour démystifier un peu ce marché. Équateur aujourd'hui, donc ça a été lancé en septembre 2016. On est en effet à 100 000 compteurs au portefeuille. C'est en effet une belle progression. Ça fait nous le 5e fournisseur français derrière les deux historiques, donc EDF et Engie, et derrière les 2 premières capitalisations boursières françaises et italiennes, à savoir Total et Eni, donc ils sont aussi 2 pétroliers. Et on vient juste derrière. Donc c'est vrai que c'est des géants en face de nous. Quelqu'un m'a dit le jour, mais finalement vous êtes des microbes en face d'eux. Ce à quoi j'ai répondu, même les microbes, ça va terrasser le plus fort des hommes. Donc ce qui a fait pour moi le succès d'Équateur, c'est plusieurs points. C'est déjà la connaissance du marché, puisqu'on voit beaucoup de fournisseurs qui se lancent sur le marché, mais sans forcément le connaître. C'est un marché qui est extrêmement compliqué, extrêmement régulé, extrêmement contraint, et qui a beaucoup de pièges finalement et beaucoup de barrières invisibles qu'on ne voit pas forcément quand on se lance. Donc nous, on était issus du marché déjà des fournisseurs, ce qui nous a aidé fortement. Le deuxième point, c'est l'investissement tout de suite sur un système d'information performant et stable et agile. Pourquoi? Parce qu'on fait du mass market. On traite beaucoup de volume, beaucoup de flux. Il faut être prêt à justement à croître rapidement sans vous griller, c'est-à-dire sans que les clients soient déçus en fait de la promesse que vous leur faites. Et donc nous, ça a été un des fers de lance, c'était de dire lorsqu'on se lance, il faut qu'on soit prêt à accueillir tout de suite beaucoup de clients, que nos process soient prêts, que le SI soit prêt, que l'expérience client soit vraiment parfaite, de sorte à ce que le client soit content. L'expérience montre qu'on a réussi cette promesse-là, puisqu'on a 27% des clients qui parrainent d'autres clients, alors qu'on ne propose pas d'argent aux clients parrains, contrairement à ce que font certains de nos concurrents. On propose des points de fidélité, chose qu'on est le seul à faire aussi. Et donc voilà, on voit cet aspect-là. On a une orientation client qui est très forte, c'est-à-dire qu'on met les moyens sur le client pour lui répondre correctement, sans script, typiquement pour le service client, de le comprendre. On n'est pas en train de calculer une DMT pour être sûr que l'appel soit le plus court possible. Non, on va essayer de parler vraiment au client, de lui régler non seulement sa problématique, mais aussi de lui expliquer tout ce qu'on peut lui expliquer, de le rendre autonome, de lui expliquer comment fonctionne le marché. Sur les factures, on essaie d'être transparent, c'est-à-dire qu'on montre à chaque instant, à chaque client, sur sa facture, qu'est-ce qui est de la part de la production, du transport, de la distribution, des taxes, qui représentent une grosse part aujourd'hui des factures, et finalement ce qui reste après aux fournisseurs. Ils se rendent compte qu'il ne reste pas grand-chose. Et on essaye aussi d'avoir un ton qui est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'on veut une adhérence forte à la marque. On n'avait pas envie d'être un énième fournisseur sur le marché. On n'essaie pas de plaire à tout le monde, mais on essaie que les clients qui viennent chez nous viennent pour nous, viennent pas seulement pour un prix, et cette attraction forte avec la marque. Et donc comment est-ce qu'on fait pour la différencier? On a un ton qui est beaucoup plus décontracté que certains de nos concurrents. On met de l'humour à tous les niveaux, que ce soit dans le newsletter, dans les communications. Les clients qui communiquent par chat ou par Facebook avec les clients se permettent aussi l'humour. Et on arrive même à faire de l'humour sur les factures, ce qui n'est pas chose aisée, puisque chaque mois, on met une image humoristique dessus. Voilà, parce qu'on a un service à rendre aux clients, mais il ne faut pas aussi que ce soit... Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit désagréable, et on veut que le client garde une bonne expérience avec nous. Parce que justement, on va aller au-delà de l'aspect fourniture, qu'on a des services à lui proposer. Un des aspects du succès, ça a été aussi l'innovation, puisque... on a essayé de renverser le marché, en tout cas d'apporter une nouvelle chose qui n'avait pas été faite jusque-là, puisque quand on est arrivé sur le marché, ça faisait 10 ans que le marché était ouvert, qu'à part du prix moins cher, on n'avait rien vu. Nous, on est arrivé en se disant, déjà, on va offrir sur le gaz, on a fait la première offre biométhane en France pour les clients gaz. On est allé s'installer sur les zones de LD, donc c'est les zones où Enedis ou GRDF ne sont pas présentes, où il n'y avait aucune concurrence, donc c'est des communes en situation de monopole où on s'est installé, donc c'est un investissement à faire, mais on l'a fait. On a voulu être présent sur la blockchain et faire un premier pas dans la blockchain en acceptant notamment les paiements par crypto-monnaie, donc les SolarCoins, qui sont une crypto-monnaie qui est donnée aux producteurs de photovoltaïque, de sorte à ce que le client puisse payer de lui-même au producteur de son choix solaire. Il donne son argent à un producteur de son choix, et avec ces SolarCoins, il vient payer sa facture énergie. Mais au moins, il sait une partie de son argent, où est-ce qu'elle est allée. Et donc, oui. Ok, vas-y. Et au-delà de ça, donc le dernier point sur l'innovation, c'était l'autoconsommation.
Donc on a demandé la licence d'autoconsommation. On a lancé la première offre d'autoconsommation en France pour les clients particuliers, et notamment hors obligation d'achat, puisqu'il faut savoir que pour avoir un tarif de rachat en France, en tout cas jusqu'à présent, il fallait que le panneau soit intégré au bâti, sur le toit, exposé sud. Enfin, il y a une réglementation assez lourde là-dessus, vous en parliez tout à l'heure. Nous, on s'est dit, il n'y a pas de raison que ceux qui produisent dans leur jardin, parce qu'ils ont installé des panneaux et que l'énergie soit injectée sur le réseau, il n'y a pas de raison qu'on ne la rachète pas. Et donc on la rachète aussi, on fait des contrats là-dessus. Donc voilà pour ce qui est pour moi le succès en tout cas d'Équateur. Les signes positifs, ce qu'on a pu en tirer comme récompense, c'est le succès, c'est que les clients ont adhéré en tout cas à la marque, qu'on a un taux de churn, donc une attrition qui est faible, qu'on a l'État qui nous a fait confiance, puisqu'on alimentera à partir du 1er janvier 2020 tous les ministères et tous les établissements publics de France, ce qui représente 27 000 compteurs, pour un contrat de 4 ans, que l'UFC nous a fait confiance aussi pour une offre petit producteur, et qu'on a gagné donc un prix l'an dernier qui était la meilleure marque verte au monde. Donc ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, on était content quand même de l'obtenir face à d'autres fournisseurs mondiaux, donc il y a des Américains comme des Anglais. Et donc voilà, donc c'est pour moi ça aujourd'hui le succès d'Équateur. Merci Jonathan pour cette description qui permet de comprendre un petit peu effectivement votre marché et votre spécificité. J'ai une deuxième question pour vous. Quand un client commence à produire son énergie, il ne devient pas un peu votre concurrent parce qu'il produit lui-même son énergie, et donc quand ses clients commencent à faire votre métier, est-ce que vous ne voyez pas ça d'un œil un peu inquiet? Alors non, on l'encourage même. On est pro-décentralisation du marché. On souhaite à ce que le client... Enfin, on n'est pas producteur, donc je ne produis pas d'énergie, j'en vends. On pourrait me dire, mais oui, mais vous voulez en vendre plus? Et en fait, non. Parce que le modèle tarifaire d'Équateur, il est basé sur le fait qu'un client est un client, qu'on est là pour justement l'aider mieux. Comme je le disais tout à l'heure, on ne voulait pas être un énième fournisseur qui vende juste du prix moins cher. On voulait apporter une consommation meilleure pour le client. Une meilleure consommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on ne peut pas réduire la facture, on ne peut pas casser les prix comme le fait Free dans les télécoms, c'est impossible dans l'énergie, parce que vous devez payer justement la production, le transport, la distribution, les taxes. Donc à la fin, vous avez une marge de manœuvre qui est extrêmement faible. Donc l'idée, c'était de dire, on va aider le client à consommer moins. Et donc à partir du moment où un client est un client, on n'est pas là pour le faire saigner l'hiver quand il fait froid et qu'il consomme beaucoup. On a mis un prix du kilowattheure qui est le prix que doit payer le client, c'est-à-dire le prix de l'énergie, plus le transport, plus la distribution, et rien d'autre. La marge sur le client, on le fait sur l'abonnement, parce qu'un client reste un client. Il n'y a pas de raison que les gros subventionnent les petits et vice-versa. Et donc, à partir de ce moment-là, que le client consomme plus ou moins, ça ne nous change pas la vie à Équateur. Et donc, comme nous, on veut fidéliser le client, on veut lui apprendre à consommer mieux, à démystifier ce marché, et bien justement, on pousse l'offre d'autoconsommation, on le pousse à consommer différemment, à produire lui-même son énergie. On est là pour l'accompagner. On ne croit plus du tout à ce marché étatique et statique et monolithique que sont aujourd'hui la production d'énergie nucléaire. Comme le disait Madame Lepage d'ailleurs dans son livre, les coûts qu'on nous a annoncés sur le nucléaire, ils sont en façade, ils paraissent intéressants. Maintenant, on voit qu'il y a un coût de traitement des déchets et que même si la loi Lepage, justement, a amené à une réglementation forte sur le traitement des déchets, il y a quand même, malgré ça, un surcoût aujourd'hui sur la maintenance des centrales. Sur l'arrêt, alors ça, on fait encore un mystère, mais on sait que ça va coûter extrêmement cher. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui est renouvelable, les panneaux solaires et autres, on a vu que les rendements ont été grandement améliorés, que les coûts ont diminué aussi. Et donc, on arrive à un modèle économique, pour moi, qui tient à ce niveau-là. Et donc, on peut proposer aujourd'hui aux clients de le faire. On pousse souvent la faute sur le client en disant oui, il faut quand même que les clients prennent conscience. Je ne pense pas, comme l'a dit Madame Lepage en tout début d'interview, que la faute soit forcément du client. Il n'y a pas de raison qu'en Italie, on ait 750 000 foyers qui soient reliés, seulement 40 000 en France, 1 500 000 en Allemagne, 750 000 en Angleterre, ou encore, ça c'est le chiffre qui pour moi le frappe le plus, c'est qu'en Wallonie, donc une des régions de la Belgique, sur 1 500 000 foyers, il y en a 150 000, c'est-à-dire 1 sur 10 qui sont reliés aujourd'hui, contre 1 sur 1000 en France. Et le problème, il ne vient pas des clients, et ni, on aurait pu me dire le climat vis-à-vis de l'Italie. Je ne pense pas qu'en Belgique, il y ait beaucoup plus de soleil qu'en France. Pour autant, il y a un foyer sur 10 qui est relié. Ok. Merci Jonathan. Effectivement, quand on voit ce tableau, on voit qu'on a beaucoup de retard et qu'il va falloir rattraper ce retard. Alors Corinne, pour rattraper ce retard, si vous aviez la capacité de faire un vœu pour un ministre qui serait en poste actuellement et qui devrait effectivement... quel est pour vous, parce qu'il y a des choses qui changent, effectivement, depuis 10 ans, il y a
Il y a eu des gens qui ont fait pousser un petit peu, qui ont essayé de trouver des choses. On voit bien aujourd'hui le modèle EDF trouve un peu ses limites. Effectivement, c'est pour ça qu'ils vont forcément couper EDF en deux, parce qu'on se rend compte que ce n'était pas possible de pouvoir faire les deux. C'était contre la transition énergétique. Ce n'était pas possible de pouvoir le faire. Donc le coup est parti. La transition énergétique, on va arriver à 100, comme le dit l'ADEME, on va arriver forcément à 95 voire 100% d'énergie renouvelable. On est tous, enfin, il n'y a plus beaucoup d'experts qui disent le contraire, à part les pro-nucléaires. La question c'est, est-ce que ça va pas... En France, il y en a encore pas mal quand même. Hein. Et en France, il y en a encore quelques-uns, oui, je les connais bien. Mais c'est vrai qu'internationalement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'experts internationaux qui contestent le fait qu'on va arriver à une société qui arrive à 95, voire 100% d'énergie renouvelable. Mais par contre, on ne sait pas à quelle date. Est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans? Donc vous, qu'est-ce que vous, si vous aviez un peu les coups des franches, qu'est-ce que vous proposeriez comme première mesure pour essayer de dire, ok, moi j'ai envie de le voir, j'ai envie que ça aille vite, et j'ai envie de donner une chance à ceux qui veulent se lancer dans cette activité et qui veulent faire une transition énergétique maintenant et pas dans 10 ans. Mais je pense qu'il faudrait proposer un peu quelque chose par analogie avec ce qu'on a fait pour le bio. J'ai lancé une petite phrase comme ça qui était l'énergie verte c'est comme le bio, c'est bon pour vous et c'est bon pour la planète. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on veut que ça change, il faut qu'effectivement il y ait l'offre, qu'il y ait la demande qui change. Parce que tel que les choses sont parties, c'est pas par l'offre que ça va passer. C'est pas par l'offre que ça va passer puisque on veut pas nous bouger notre mix énergétique globalement, donc on veut bien un petit peu de renouvelable mais surtout pas trop. Sauf que on ne peut pas empêcher les gens d'acheter de l'électricité verte s'ils en veulent et d'en fabriquer s'ils veulent en fabriquer. Et donc je pense que le mouvement, c'est là qu'il faut le faire. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire pour encourager les gens à acheter vert et à devenir autoproducteurs et autoconsommateurs, bien sûr, il faut le faire. Et puis progressivement, eh bien, quand ça représentera 10, 15, 20% de l'électricité consommée, ben, les choses vont forcément changer. Parce que EDF ne pourra plus vendre son électricité nucléaire puisqu'il y aura 20% des gens qui ne lui achèteront pas. Voilà. Bon, moi, je crois vraiment, je peux me tromper, hein, je crois vraiment que c'est par la demande qu'il faut passer et pas par l'offre. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, alors là, je ne sais pas faire. Je vous le dis très franchement, je ne sais pas faire, mais il est clair que sur un plan économique et financier, on ne peut pas continuer avec le nucléaire comme on le fait aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible, ça nous coûte les yeux de la tête. D'où l'idée de renationaliser pour que ce soit le contribuable qui paye la facture. Il n'y a plus beaucoup de choix autres que ça. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'autres choix que de si, il y en a un autre, c'est de fermer les plus vieilles, progressivement. Oui. Bon. Alors ensuite, qu'il y ait un problème de formation des gens, qu'il y ait un problème de travail, tout ça, c'est vrai. Mais de toute façon, ça coûtera beaucoup moins cher que ce qu'il faudrait mettre pour que ces centrales qui sont plus que vieillissantes, c'est-à-dire qui présentent en plus un risque considérable, continuent à fonctionner et empêchent ce qui est nouveau de se mettre en place. La filière nucléaire aujourd'hui, alors EDF dit c'est 220 000 emplois, non. Il y en a 120 000 à EDF, pas 220 000, et il y en a quelque chose comme 20 ou 25 000 à Areva, revue, comment ça s'appelle, Orano. Voilà. Donc c'est pas 220 000, 220 000 c'est si on met toutes les boîtes qui vont derrière. Si vous mettez tout ce qui concerne les filières du renouvelable, l'Atos Insu, vous avez beaucoup plus que 220 000 personnes, premièrement. Et deuxièmement, développer le renouvelable, c'est développer énormément d'emplois. Et c'est développer de l'activité économique locale. On a besoin de revenir sur les territoires. On a besoin de décentraliser. Et la décentralisation énergétique est un outil absolument formidable de relance de nos territoires. Chacun avec sa spécialité. Là, il y a du vent. Là, il va y avoir de la biomasse. Là, il va y avoir du solaire. Là, il va y avoir autre chose. Et puis, il faut bien voir aussi que du côté du stockage, on fait quand même énormément de progrès. Et que par conséquent, dans quelques années, la question de l'intermittence sera une question qui sera derrière nous pour le renouvelable. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'irai dans deux directions. La première, c'est vers le consommateur, avec des vrais mouvements vers le consommateur. Et puis, d'autre part, d'avoir des exigences beaucoup plus fortes en termes économiques et financiers, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Alors, je voudrais juste rajouter un point, monsieur, sur ce que vous avez dit. Parce
que vous avez employé un mot qui me paraît extrêmement intéressant, c'est blockchain. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ici ce que ça veut dire, mais c'est la manière de s'organiser, de s'auto-organiser sans passer par quelque chose d'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui commence à se développer. On n'est pas en avance non plus là-dessus, avec des crypto-monnaies, c'est-à-dire des monnaies spécialisées. Et puis, il y a également le lancement de nouveaux types de contrats, qu'on appelle les PPA, qui permettent de garder sur le long terme un prix de l'électricité et qui donc donnent en quelque sorte une sécurité et aux producteurs et aux consommateurs. Ce qui est important, c'est que ces outils nouveaux, qui sont quand même beaucoup utilisés ailleurs, puissent se développer massivement chez nous. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Ben oui, parce qu'effectivement, on aurait besoin de la blockchain pour tout ce qui est autoconso collective. Mais comme l'autoconso collective est bloquée aujourd'hui pas par la loi, parce que les députés ont voté une loi autorisant l'autoconsommation collective, mais c'est bloqué par la Commission de régulation de l'énergie qui a légiféré d'une manière assez étrange en bloquant cette loi. Donc effectivement, tous les pays européens qui sont dans l'autoconsommation collective peuvent travailler sur la blockchain pour savoir comment dans le quartier on peut échanger l'énergie avec ses voisins et pour pouvoir la compter, etc. Donc ils sont en train d'avancer. Et nous, on attend de se faire taper sur les doigts par l'Europe dans 2 ans, où on dira bah oui, mais et après on veut être la Startup Nation, où on dit oui, on veut lancer l'innovation en France, alors que réglementairement on ne donne pas la chance aux startups de pouvoir travailler à armes égales. Je dis pas davantage, c'est juste à armes égales avec les concurrents européens. Alors Jonathan, effectivement, par rapport à ça. Alors juste un dernier point par rapport à ce que vient de dire Corinne, un point très important, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que le photovoltaïque, les panneaux solaires, c'est des emplois en Chine. Aujourd'hui, le panneau solaire ne représente plus que 10% d'un prix d'un projet. C'est-à-dire que il y a 10% c'est l'onduleur, le système de fixation, 15% c'est effectivement la partie électrique, mais il y a plus de 60% c'est de l'artisanat. C'est-à-dire c'est le couvreur, c'est l'électricien, c'est le bureau d'études, c'est le commercial. Ça crée beaucoup d'emplois non délocalisables. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que quand vous achetez un téléphone ou une télévision, combien ça crée d'emplois locaux ? Donc c'est incroyable qu'on fasse le procès aux énergies renouvelables en disant « Ah oui, mais les panneaux solaires sont fabriqués en Chine », alors qu'on ne pose pas la question pour un verre, pour un téléphone. Donc je pense que c'est important effectivement de réfléchir, un peu comme Pierre Rabhi dit effectivement avec le colibri, dire ben, c'est pas grand-chose de changer de mode d'énergie, mais c'est une petite goutte. Et les petites gouttes, effectivement, ben aujourd'hui on est 40, 50 000 autoproducteurs. Demain, avec l'autoconsommation collective, ça va passer à des centaines de milliers. Et progressivement, le système va changer. Et c'est parce qu'effectivement, mais c'est pas une personne qui va tout changer, c'est effectivement la capacité qu'a certains professionnels à pouvoir fédérer autour d'une offre qui puisse donner envie aux gens de changer, de sortir de la zone de confort. Oui, moi je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Madame Lepage, et pour lui donner raison. Déjà, à mon sens, tant que l'État sera à 83%, les pieds dans EDF, ce sera toujours compliqué. Que la décentralisation, au-delà du principe, c'est aussi dérisquer en fait la zone de production. Quand l'an dernier, ou il y a 2 ans, l'ASN a fait le tour des centrales nucléaires en disant qu'il y avait des fissures dans les cuves et que ça représentait un risque, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé 17 réacteurs d'un coup sur les 54 qu'il y a en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le prix de l'énergie a explosé. Si vous faites des installations qui sont beaucoup plus éparpillées sur le réseau, et évidemment pour le réseau de transport c'est un peu plus compliqué à gérer, mais vous dérisquez énormément vos risques en fait de panne et de projets, enfin d'incidents sur la production. Et ça me semble, c'est là où ça me semble essentiel en fait, d'arriver à ce modèle-là. Il était utile de faire ce modèle sans doute dans les années 70 pour certaines raisons. On arrive à un nouveau modèle, un nouveau monde, et ça il faut qu'on le change. Comme l'a dit Madame Lepage, c'est aux clients aussi, c'est à nous de faire bouger ce mouvement. Tant que l'État, je l'ai dit, il est actionnaire majoritaire d'EDF, ce sera compliqué que lui change les règles. On ne va pas demander à un fabricant de bougies d'inventer l'ampoule. Mais ce que je voulais dire sur l'autoconso, c'est que les clients aujourd'hui qui souhaitent le faire arrivent en face d'une paperasserie et d'une odeur administrative qui les dissuade aussi, au-delà du fait de vouloir assainir la filière, qui est un très bel article de Joël. Il faut aussi aider le client à pouvoir justement devenir son propre producteur. Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Pour ceux qui ne savent pas, le client qui souhaite le faire, déjà n'a pas de choix que de passer uniquement par EDF quand il devient producteur. Il ne peut pas faire autre chose que voir EDF. Alors juste, je précise, oui, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, c'est justement pour la revente de surplus. Exactement. Que, bien sûr, vous pouvez acheter vous pouvez autoconsommer à n'importe quel artisan Exactement. en France, mais c'est juste toute l'énergie que vous n'avez pas produite chez vous et que vous voulez revendre, Exactement. vous êtes obligé de passer par EDF. Vous êtes obligé de passer par EDF, qui généralement met à peu près 1 an à vous faire le contrat. Et si par
pour une raison quelconque, vous avez envie de passer par Équateur pour dire mais non, moi je veux que ce soit Équateur qui me facture mon énergie, enfin qui me rachète mon énergie. Ben là, en fait, si vous ne l'avez pas fait la demande avant le 1er octobre, c'est-à-dire si votre contrat, vous ne l'avez pas avant le 1er octobre d'une année, eh ben on attend encore un an, le 1er janvier de l'année suivante, pour pouvoir racheter votre énergie. Et à ce moment-là, seulement on pourra commencer à le faire. Et c'est extrêmement long, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement difficile. Et je vous avoue que les clients qu'on reçoit, il y en a beaucoup qui nous le demandent, et ils baissent les bras en disant mais qu'est-ce que c'est que ce système qui a été mis en place pour ça, quoi. Et pour ceux qui veulent rester chez EDF en disant non, c'est bon, c'est trop galère de passer chez Équateur, il faut savoir que c'est à eux-mêmes de faire leur propre facture. Donc j'ai vu les modèles facture. C'est à eux de comprendre les flux de relève qu'on leur envoie, comme s'ils étaient eux-mêmes un vrai producteur. Hein. Là, on oublie que c'est des particuliers, ça devient des professionnels d'énergie, on leur envoie un flux de données, comme nous, en tant que fournisseur, on le reçoit, et c'est à eux de produire leur propre facture pour EDF. Enfin, c'est assez compliqué, quoi. Ok. Et toi, Joël, alors toi, si tu pouvais effectivement avoir l'opportunité de faire changer une seule chose dans la loi ou dans la réglementation, qu'est-ce que tu demanderais en premier? Qu'est-ce qui remonte du terrain, de la part des citoyens? C'est quoi leur plus gros souci, leur plus gros problème? Et qu'est-ce qui permettrait le plus beau cadeau pour eux? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien changer, nous les citoyens. Il y a quelque chose, et je vais profiter qu'il y ait Corinne Lepage juste à côté de moi pour éclaircir un peu mon esprit. Nous, citoyens, quand on voit comment ça se passe, on a l'impression que quand il y a quelque chose de technologiquement qui change en France, on a du mal à s'adapter. L'autoconsommation, depuis 2014, on en parle dans tous les ministères, y compris au ministère de l'écologie et ailleurs, et avec nos grands énarques, on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. Et on a du mal, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à assimiler que nous, pauvres citoyens, nous pouvions devenir des acteurs et des producteurs. Alors, est-ce que ce n'est pas typiquement franco-français, ce type de mentalité, qui fait qu'on n'arrive pas à s'adapter ? C'est pas qu'on n'arrive pas à s'adapter, c'est qu'on est en face d'une technostructure qui ne veut pas qu'on s'adapte. C'est pas la même chose. Voilà. Bien sûr que les citoyens sont tout à fait capables de s'adapter, ça va de soi. Mais il faut bien comprendre, alors je vais aller vite parce qu'il faut 2-3 questions, moi il faut que je parte vraiment à l'heure. Il faut bien comprendre que vous avez une masse qui est produite d'électricité nucléaire et que cette masse, il faut que nous, les citoyens, on la consomme. C'est pour ça qu'on a été prié de mettre du chauffage électrique partout. Parce que comme ça, au moins, on la consomme. Donc, il n'y a rien qui est fait, au contraire, pour vous encourager à faire autrement. Parce que sinon, EDF, il reste avec ses kilowattheures sur les bras. Et il n'a pas envie de rester avec ses kilowattheures sur les bras. Et que pensez-vous de la nouvelle promotion d'EDF qui va sponsoriser pour avoir de nouveaux chauffages électriques de nouvelle génération, mais il y aurait une prime qui serait dans les circuits. Les énergéticiens savent très bien que le chauffage électrique, c'est une ânerie. Alors pourquoi le sponsoriser ? Pour pouvoir que vous continuiez à consommer leur énergie nucléaire. Parce que si vous ne la consommez pas, ils en font quoi ? On la vend un peu à l'étranger, mais très peu. Parce que sur le marché européen, beaucoup de gens d'abord veulent du verre aujourd'hui, et ensuite c'est cher. Donc on ne l'achète pas. Donc il faut bien que ce soit le marché intérieur qui la consomme. Par ailleurs, nous sommes priés de faire des économies d'énergie, ce qui est bien la moindre des choses. Donc le marché de l'électricité, il stagne, ou il a plutôt tendance à baisser qu'à augmenter. Donc on fait quoi avec nos 58 réacteurs ? Si on ne veut pas les fermer, il faut le consommer. Sachant que toutes les prévisions faites par RTE, donc la filiale d'EDF, qui prévoit combien d'énergie on va consommer en France dans les 40 prochaines années, annonce un plateau. C'est-à-dire que même si les énergies renouvelables arrivent, même si les voitures électriques arrivent, qui consomment beaucoup d'énergie électrique, l'efficacité va faire baisser l'un, et en fait, les deux phénomènes vont se compenser, c'est-à-dire que les voitures électriques vont faire augmenter la consommation, mais l'efficacité va la faire baisser, et la somme des deux va mettre un plateau. Donc on est dans un contexte où effectivement, on arrive à 100% de la production des besoins sont couverts actuellement, donc il n'y a pas besoin de rajouter d'autres moyens de production. Et pourtant, on a besoin d'une transition énergétique. Et donc c'est là le problème où on est coincé un peu, où il faudra forcément, si on veut laisser la place aux énergies renouvelables, fermer les centrales. Et le plus vite on les fermera, et plus vite on pourra effectivement développer les énergies renouvelables. Sinon, on va être en surproduction. Et donc en surproduction, le prix risque de ne pas être compatible avec les financements nécessaires pour faire une transition. Donc par rapport à... Juste un point, au-delà de ça, c'est que du coup, EDF aujourd'hui prolonge comme ils peuvent les centrales, la durée de vie des centrales. À mon sens, c'est un risque, c'est au risque des citoyens. Vous l'avez mentionné aussi dans votre livre, il y a 453, je crois, réacteurs dans le monde. Il y en a un dixième qui sont en France. Il y a un expert qui se prononce dedans en disant qu'il y a un risque qui est de 1 sur 22 000 qu'une catastrophe se produise, c'est-à-dire à peu près
un tous les 22 ans. On en a déjà eu un en 1986, un en 2011. Encore une fois, je rappelle, il y a 10%, plus de 10% des réacteurs en France. À mon sens, il ne faut pas qu'on attende d'avoir une catastrophe pour réagir. Notre point de vue, et je pense le vôtre aussi, c'est qu'on en est là. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une catastrophe pour réagir. On aimerait que ça se fasse autrement. Et donc, si ma foi, c'est les citoyens qui, cette fois-ci, apporteraient l'innovation et le changement, ce serait super. Juste un mot, je rappelle, puisqu'on est à Bordeaux, qu'en 1999, il avait quand même été envisagé d'évacuer Bordeaux à cause du Blayais. Hein, au passage. Effectivement, c'est un peu, c'est une certaine fragilité, parce qu'effectivement, une valeur qui pour nous est cardinale, c'est la capacité effectivement à avoir un territoire qui soit solide, et un territoire qui est dépendant de quelques moyens de production, c'est une certaine fragilité, parce qu'effectivement, on a bien vu à Bordeaux, effectivement, si la centrale nucléaire était sur le point d'être inondée, il fallait évacuer Bordeaux. Donc, mais c'est pareil si demain il y a des attentats sur une ligne à haute tension, c'est pareil s'il y a des attentats sur une centrale nucléaire. Donc en fait, quand on concentre l'énergie, on concentre le risque d'avoir un problème générique. Alors que c'est pour ça que les Américains ont inventé Internet, c'est qu'avant ils avaient, au niveau de la communication, c'était en étoiles, ils avaient quelques étoiles, et ils avaient fait le calcul que les Russes, il leur suffisait d'envoyer 3-4 bombes nucléaires, ça pétait, et les Américains étaient incapables de pouvoir communiquer, parce que les étoiles étaient mortes. Et donc ils ont inventé Internet pour dire, on va inventer un système de communication où tout va pouvoir circuler, que si on pète une ou deux lignes, ça continue à circuler, et c'est beaucoup plus résilient, beaucoup plus robuste. Aujourd'hui, on est sur un système en étoile en France, d'énergie, c'est-à-dire qu'on est très fragile, vulnérable. On voit bien, s'il fait trop chaud, on va être obligé de fermer les centrales nucléaires. S'il y a un problème technique, on va être obligé de les fermer. Donc, et ça, on va fermer si 2-3 centrales nucléaires. S'il y a un risque de blackout en France, on ferme les écoles, on ferme tout. C'est quand même dommage d'être dépendant à si peu de facteurs. Donc l'idée, c'est que l'énergie renouvelable sur un territoire permet de pouvoir avoir cette toile d'araignée qui, quoi qu'il arrive, permet de pouvoir continuer de produire cette énergie pour que les écoles puissent continuer à fonctionner, pour que les hôpitaux fonctionnent et pour que les entreprises et les citoyens puissent s'équiper tous les jours. Donc par rapport à tout ça, on va conclure maintenant. Si vous vouliez effectivement donner un petit conseil à ceux qui nous regardent effectivement sur les réseaux sociaux ou qui sont dans la salle, quel conseil vous donneriez aux gens en termes parce qu'effectivement Corinne a dit qu'un des facteurs c'était effectivement la capacité qu'ont les gens à pouvoir choisir la bonne énergie. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez en tant que citoyen de se renseigner ou quelle action concrète ils pourraient faire pour effectivement faire changer les choses? Déjà acheter de l'énergie verte. Vous n'êtes pas marié avec EDF et le nucléaire. Et EDF, du reste, vend de l'électricité verte. Il y a EDF Énergie Renouvelable. Ça ne fait pas grand-chose en France, mais enfin, ça existe. Voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais EDF. Je dis simplement énergie renouvelable. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il est très important. Deuxièmement, on est rentré dans une phase qui est celle de l'adaptation. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire que notre monde a beaucoup changé, il va changer très vite. Il faut que chacun de nous, on réfléchisse comment on peut s'adapter. Donc s'adapter, ça veut dire au prix de l'électricité, ça veut dire à une production continue, ça veut dire comment est-ce que moi, avec ce que je suis, avec là où je vis, avec les moyens qui sont les miens, je peux le mieux m'adapter à ce qui va être l'évolution de l'énergie. Et donc ça peut conduire effectivement à devenir autoproducteur, ça peut conduire à essayer de voir autour de soi avec qui on pourrait se mettre pour faire de l'autoconsommation. Et je me tourne vers mon voisin de gauche. Voilà, je crois qu'il faut avoir cette réflexion. Je m'adapte comment au monde qui vient. Okay. Merci Corinne. Joël ou Jonathan, est-ce que vous avez des conclusions? Mettez des panneaux sur votre toit. Voilà, des panneaux. Okay. C'est très intéressant parce que on en rigole et il vaut mieux en rigoler. Mais tout le monde sait que le prix de l'énergie, je me retourne de mon voisin de gauche, comme vient de faire Corinne, le prix de l'énergie va augmenter. Donc l'autoconsommation, à la différence de la vente en totalité ou d'autres systèmes, c'est quelque chose de vertueux. On ne dépend de personne, on ne demande d'aide de personne, on n'a pas de subvention. On fait ce qu'on a envie, d'accord? Bon, il y a juste une petite demande d'autorisation de travaux à faire, mais c'est tout. Oui.
Et là, vous êtes les propres décisionnaires. Vous pouvez décider en fonction de votre maison, en fonction de la composition de votre famille, en fonction de vos habitudes dans votre maison, de mettre plus ou moins de panneaux. On peut très bien commencer avec 2 petits panneaux. C'est ce que souvent nous préconisons. S'il n'y a personne dans la maison dans la journée, c'est pas la peine de produire pour rien. Mais après, on peut changer. Et on peut, en fonction des besoins, en fonction des moyens financiers, augmenter son installation photovoltaïque pour, j'espère que dans quelques années, aller de plus en plus loin dans la production et l'autoconsommation. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons 350 000 petits producteurs en vente en totalité, avec des contrats qui vont s'étaler jusqu'aux années 2039, puisque ça devrait se finir cette année, donc encore 20 ans. Mais les premiers vont passer, on va voir leur contrat de vente en totalité finir dans les 10 années qui viennent. Et on va se retrouver avec ces 350 000 petits producteurs qui vont faire de l'autoconsommation. Et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à faire ça. Et voilà. Et ceux qui disent que ça va déstabiliser le réseau, qu'il y aura de blackout en France, je leur dis que c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. On verra bien dans 10 ans. Ok, Jonathan, le petit mot de la fin. Oui, simplement, comme vient de le dire Joël, il ne faut pas céder aussi à la psychose, à ce qu'on a pu voir en effet dans les journaux. Merci Corinne. Des arnaques qu'il peut y avoir. Je sais, tu m'avais prévenu, merci beaucoup en tout cas. Merci Corinne. Le mot de la fin, Jonathan. Oui, donc je disais, le but c'est de ne pas céder à la psychose, de dire chaque fois qu'on va vouloir faire un travaux de panneaux solaires, on va se faire arnaquer. Ça arrive avec tous les artisans sur tous les domaines, c'est pas une spécificité des panneaux solaires. Vous avez une association qui est là pour vous aider aussi dans les choix, en tout cas, des artisans auxquels vous allez faire appel. Il y a des certificats, des agréments qui sont donnés aussi aux installateurs, donc il faut s'appuyer dessus. Et puis il faut franchir le pas. Voilà. Ok, et puis l'avenir, la transition, c'est pour tout le monde, il faut en profiter. Merci à tous pour votre attention et puis une belle transition énergétique.